de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous trois au cinéma avec Frédéric Pic, bonjour, et Maxime, bonjour. Bonjour Anne. Et nous partons au Japon parce que vous en avez parlé déjà, Maxime, la semaine dernière. Et j'ai bien apprécié votre chronique, mais nous voulions aller le voir nous aussi, Frédéric et moi, et je vais donc demander l'avis de Frédéric maintenant sur ce film. On va en parler tous les deux, je pense, ensemble, parce que nous n'avons peut-être pas tout à fait le même avis sur le fond de l'histoire, même si pour moi c'est un film absolument magnifique, c'est splendide, pour moi c'est un grand Scorsese. D'abord, les vues sont magnifiques, c'est remarquablement filmé, c'est intense, et c'est bon, c'est tiré d'un livre. C'est tiré d'un roman de japonais Susaku Ando, que je n'ai pas lu. Qui est un grand romancier. Moi, j'ai lu, parce que j'ai travaillé chez l'éditeur de Susaku Ando en France, donc j'ai lu un certain nombre de ses romans. Il a une plume remarquable. Et c'est un écrivain catholique. Et il a donné ce roman, il y a 28 ans, à Martin Scorsese. Voilà, pour planter le décor. Qui a mis donc beaucoup de temps pour pouvoir le tourner. Alors, qui a mis beaucoup de temps, mais parce que ce n'est pas un sujet facile, et il l'a bien découpé, c'est remarquablement fait. Pour parler de l'auteur du film, donc c'est pour ceux qui n'auraient pas écouté votre émission, Maxime, la semaine dernière, c'est donc un film sur ces prêtres jésuites qui ont été martyrisés au Japon, au XVIIe. Au XVIIe siècle, prêtres d'origine portugaise, Rodrigues et Garlupe, qui veulent partir en mission au Japon pour, bien sûr, évangéliser le Japon et aussi pour retrouver leur maître qui est le père Ferreira, dont on n'a plus de nouvelles. Interprété par Liam Neeson, qui est assez bon, comme toujours. Qui est très très bon. Tous les acteurs sont magnifiques, y compris ce personnage comique qui s'appelle Chichiro, qui a une grande importance dans le film, nous allons le voir. Alors, votre avis? Mon avis, c'est que, alors moi j'en tire quelque chose de personnel, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, au grand jamais, aller imposer une religion dans un pays où cette religion ne peut absolument pas correspondre, puisque ce n'est pas la mentalité, ça n'est pas leur coutume. C'est exactement comme si demain, on avait des bouddhistes. Alors je sais qu'il y a des gens qui viennent essayer d'implanter le bouddhisme en France, ça ne marche pas, c'est totalement marginal. Comme ils disent très bien dans le film, ça ne correspond pas du tout à notre mentalité, à nos coutumes, et à nos mœurs et à notre civilisation. Et comme ils disent dans le film, le Japon, c'est un marécage et vous n'aurez pas les racines elles seront coupées. Alors qu'ils le fassent d'une façon sanglante, là on retrouve effectivement toute la cruauté du Japon. On sait que le Japon a été très cruel pendant les guerres, et donc ils ne se gênent pas, là c'est clair. Mais c'est vrai que on ne peut pas, sinon on met en l'air totalement l'identité d'un pays. Vous voyez, s'ils avaient réussi, s'ils n'avaient pas coupé, vous voyez le Japon entre ses traditions et qui se retrouverait avec des églises. D'ailleurs, il n'aurait jamais les églises gothiques que l'on a, nous, les magnifiques églises gothiques. Alors, et en plus, donc, je dis qu'à ce moment-là, je raisonne aussi à l'inverse en disant, c'est pour ça que je ne veux pas non plus que vous ayez une religion comme la religion musulmane qui vienne en France, qui s'implante en France, parce que ça n'est pas notre civilisation et ça va totalement mettre en l'air notre identité. Alors, deux objections, votre honneur. Frédéric, et votre honneur, c'est que, s'il vous plaît, ne comparez pas l'islam et l'Évangile. Non, c'est une question de... Je ne compare pas, c'est une question de différence de religion par rapport au pays. Il y a eu l'idée que le catholicisme ne s'est pas enraciné au Japon, et malheureusement contredit par les faits, puisqu'il y a eu des milliers de catholiques japonais. Nagasaki, qui a été explosée sous les bombes, était une ville catholique, et il y a eu tout de même des catholiques japonais. Donc c'est marginal, les catholiques japonais. C'est marginal parce qu'en effet, les hommes de pouvoir du Japon se sont arc-boutés contre cela. Mais ce qui est intéressant dans ce film, si vous voulez, c'est que c'est en effet une espèce
de chapelet, pour employer une métaphore religieuse, c'est un chapelet de toutes les accusations que l'on peut faire sur notre religion catholique que l'on entend aujourd'hui. Pourquoi imposer notre religion? Pourquoi les mêmes réflexions qu'avec la colonisation, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on est allé en Algérie, au Vietnam? Au Vietnam, il y a des milliers de Japonais, des milliers de catholiques. Historiquement, il n'y a jamais eu de colonisation en Algérie, puisque l'Algérie n'existait pas. Absolument. Non. Alors, oui, vous avez raison, la comparaison n'est pas valable. Mais pourquoi leur rapporter notre religion? Mais ce film est d'abord d'une intensité extraordinaire, une réflexion sur l'âme, puisque en fait le vrai sujet, ce sont ces deux frères, Garoupé et Rodrigue, prêtres, dont l'un va apostasier et l'autre va mourir avec ses fidèles parce qu'il ne supporte pas de les voir mourir. Et celui qui va apostasier le fait pour épargner, pour que ses fidèles soient épargnés. Ouais, il le fait en apparence. Et il le fait en apparence, puisqu'en réalité, il reste au fond de lui, et même avec sa famille, catholique. Et ce qui est fabuleux, c'est l'image finale. L'image finale, Christ dans la main, il est dans cette boîte. Au milieu des flammes. Voilà, il est dans ses mains qui forment une sorte de grotte. Dans lequel il a encore cette petite tête de Jésus. C'est presque une petite crèche miniature. Exactement. Et cette croix qui lui a été donnée par ses fidèles japonais. Et en même temps, on peut se dire, ce qui est assez drôle, enfin si on veut, c'est que c'est le rite de mettre des flammes. Et en fait, lui, c'est un apostat, serait-ce les flammes de l'enfer. Oui, alors, symbolique. Vous avez raison. Sauf que à aucun moment, notre cinéaste ne s'amuse à juger ces prêtres. Absolument. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des réactions. Oui. Il y a des réactions dans notre presse sur très négatif parce que ce serait un film anti-catholique. Ce n'est absolument pas un film anti-catholique. C'est un film sur une réalité. Ces prêtres qui sont partis au Japon et ces Japonais qui forçaient les catholiques à marcher sur l'image du Christ. C'est à la suite de Saint François. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'en fait, ces deux prêtres sont plongés dans un monde japonais qu'ils ne connaissent absolument pas. Et ils sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que disent les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont chercher à partir. Et puis, il y a des moments d'une grande beauté, c'est-à-dire notamment ce moment où ils arrivent au Japon et ils trouvent un type qui leur dit Kirishtan, c'est-à-dire qu'en fait, il est chrétien. Et ils vont se retrouver au milieu d'un village qui est intégralement chrétien et qui les cache, etc. Et puis ensuite, un deuxième village, C'est magnifique de voir ces chrétiens qui se cachent et qui se cachent, mais qui accueillent ces prêtres. Comme le Messie, et ces prêtres qui finalement se cachent dans une cabane alors qu'ils ont tout un peuple avec eux. Ils ont tout un peuple avec eux. Alors, c'est un film aussi sur la miséricorde et sur le pouvoir de la confession, parce que ce Chihiro, qui est le traître parfait, qui est le Judas, comme vous l'avez annoncé, qui le Judas permanent, le Judas qui, à répétition, et qui à chaque fois vient se confesser, et que le père Rodriguez confesse et à qui il donne l'absolution. C'est fabuleux parce que c'est l'histoire de notre vie chrétienne. Sur un sujet pareil, je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de mieux. C'est vraiment étonnant. Oui, c'est vraiment étonnant. Il n'y a que Scorsese qui pourrait faire un film. Je voudrais vous lire ce que dit Scorsese dans une de ses interviews. C'est ce passage douloureux, paradoxal, de la certitude au doute et de la solitude à la communion qu'Endo comprend si bien et rend avec tant de bonté dans Silence. Et à mon avis, Scorsese a servi absolument ce livre de façon étonnante. Magistrale. Alors, il y a un passage amusant, c'est quand, qui est très contemporain, je trouve, c'est quand les pères qui sont utilisés, Ferreira et Rodriguez, sont utilisés comme douaniers pour rechercher tous les objets catholiques qui pourraient arriver dans les marchandises hollandaises. Ça, on pense à certains aéroports
au Moyen-Orient, où la moindre petite croix, la moindre petite image de la Vierge est... ou alors les revues qui arrivent, qu'on crayonne pour enlever... Il y a moi un impérialisme qui me paraît un petit peu plus grave que celui de la religion, de notre religion catholique, c'est celui de la langue. Voir ces Japonais et ces Portugais parler en anglais, j'avoue, m'a pas mal insupporté. Ils auraient quand même pu, c'était quand même facile de doubler en portugais. Pourquoi est-ce que... Il aurait fallu des acteurs portugais, ce qui en soi n'est pas si simple. Non, mais doubler en portugais. Enfin, c'est l'éternelle de toute façon question des films américains qu'on observe à chaque fois. Du cinéma, ça vous a pas gêné? C'est toujours gênant, mais de même que les films sur la Seconde Guerre mondiale, où vous avez ces Allemands qui parlent anglais à des Anglais qui parlent anglais. C'est encore pire. Et des Français qui parlent anglais aussi. Ah non, mais le portugais qui parle en anglais, non. Non, mais les nazis qui parlent anglais dans les films américains, c'est à Ah, des Français c'est à qui parlent aussi anglais. Oui, évidemment, c'est à hurler de rire. Là, c'est moins gênant, mais évidemment, on préférerait, mais ça coûte beaucoup d'argent. S'il faut faire les sous-titres, etc., c'est rapide les gens, bon, enfin bref. Enfin, c'est quand même un film... C'est dommage, effectivement. Et puis, dernière réflexion, c'est tout de même une mise en demeure à tous les chrétiens et à tous les catholiques d'aujourd'hui de ne pas apostasier et d'affirmer leur foi, et de ne pas se cacher. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Dieu merci, ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Parce que on là, ne nous force pas encore. Cette cruauté japonaise. Et puis, ce qui est très drôle aussi, c'est que quand ils ont fait l'apostat, ils s'épousent une japonaise dont le mari est mort, ils prennent le nom japonais, enfin vraiment c'est... Oui, on les annihile. On les annihile, on les met dans des boîtes. On les annihile complètement. Et ils ne peuvent pas s'enfuir, parce qu'ils sont sans arrêt sous la surveillance de... Mais moi, je trouve que cette scène dont vous parliez, on ne peut pas revenir dessus, mais elle est remarquable quand il y a tous les examens de ces petites choses qui peuvent être cachées, les Hollandais, etc. Enfin, mais qu'est-ce que c'est bien fait comme film? Je suis en admiration, on voit tellement de films... Qui sont moyens, qui sont pas mal, mais... Sans signification. Là, on a quand même un choc. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie. On a un choc. Pas un moment, on a un choc. Et encore une fois, c'est fantastique que Endo ait vu, il y a déjà 30 ans, cette nécessité du témoignage. En quelque sorte, c'est un hommage à ces prêtres missionnaires. C'est une célébration de ces prêtres missionnaires qui sont complètement... missionnaires qui sont complètement occultés aujourd'hui, puisque même dans notre religion catholique et même dans nos écoles catholiques, on n'enseigne absolument plus. Ces grands missionnaires, ces grands saints missionnaires sont absolument ignorés de tous nos enfants. Vous pensez que les jeunes savent qui est le père de Foucault? Sûrement pas. Absolument. Non. Ça, ils savent déjà pas qui est Louis XIV. Je pense qu'il faut absolument aller voir ce film. Oui. Et après, parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire, après, lire le livre. Parce que je ne sais pas l'adaptation. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Donnerai les coordonnées où je peux trouver. Et puis, je voudrais rassurer nos amis de TV Liberté. J'avais très peur, moi, parce que je suis, vous le savez, très sensible et je veux m'éviter de cauchemarder la nuit. C'est quand même très très bien filmé. C'est dur, mais c'est fait probablement avec un certain esthétisme. Parce qu'on voit des têtes qui roulent quand même. On voit des têtes qui roulent quand même. On en voit une. Oui. On en voit une, mais enfin, on a tous vu aujourd'hui nos amis musulmans décapités, de toute façon, prisonniers. Tout le monde est allé au bowling. Oui. Bon, de toute façon. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est notre grand film de ce début d'année. De ce début d'année et probablement de toute l'année. Attendons de voir. Attendons de voir. Autre film que vous êtes allé voir, alors plus léger, je crois, Maxime. Alors plus léger, on va peut-être pas tout évoqué cette semaine, mais un film dont on parle beaucoup qui est Loving. Oui. Loving, donc c'est l'histoire d'un couple américain. Lui est blanc, elle est noire, donc on est encore dans la question de la ségrégation, du racisme, qui est manifestement inhérent à l'histoire américaine. Et ces deux personnes s'aiment, enfin jusque-là tout va bien, on est en 58. Ils se marient, sauf que ils arrivent à se marier dans un État, mais ils vivent dans un autre État dans lequel un homme blanc et une femme noire ne peuvent pas se marier. C'est donc évidemment une histoire constitutionnelle, puisque ça va aller jusque-là, c'est-à-dire comment puis-je à un endroit me marier dans le même pays, mais mon mariage n'est pas reconnu légal dans un autre État du même pays. Ça n'a évidemment aucun sens. Alors,
au-delà de ces questions juridico-constitutionnelles du je peux me marier, je peux pas me marier, c'est surtout une très très belle histoire d'amour d'un couple qui nous montre qu'avec cet amour et finalement cette foi commune, ils arrivent à surmonter toutes les épreuves, bien entendu, et à se dépasser. Donc forcément, ça fonctionne bien. L'amour triomphe. L'amour triomphe, on y croit, il surmonte les épreuves. Ça fait pas trop violent? Non, c'est pas trop violent, c'est pas un film trop manichéen non plus, c'est un très bon film, bien fait, avec de belles images, bien interprété, bon, qui pour moi reste très américain. Alors je sais qu'aujourd'hui, dès qu'un film aborde avec sensibilité, avec amour, avec intelligence, parce que ce film a toutes ses qualités, la question du racisme, alors il faut dire que c'est formidable. Bon, il faut quand même dire surtout que c'est un film américain qui concerne une réalité américaine et qui n'est absolument pas universelle, parce que les mariages mixtes, que ce soit de religion ou de couleur de peau, ont existé de tout temps et dans tout un tas de pays, et on n'a jamais eu en France des errements de ce type-là. Je ne vous dis pas que le racisme n'existait pas, mais enfin dans les années 50, regardez un film avec Louis de Funès comme Rabbi Jacob, vous vous souvenez tous de la scène avec il est blanc, elle est noire, on en rit, on fait un gros coup de klaxon, et ça n'allait pas plus loin. Bien sûr. Dans la diatribe actuelle sur la colonisation, il y avait encore des interdictions aux États-Unis, des apartheids, alors qu'en Algérie, bien sûr, les mariages mixtes ont existé. Les petits Arabes et les petits Français nous n'avons pas la même histoire du tout sur le même banc. Donc basta les leçons de morale. Voilà, donc la diatribe antiraciste est probablement très bien, mais c'est une histoire américaine qui concerne des Américains et qui, à mon avis, ne doit pas être portée au nu, parce que manifestement l'Amérique a encore beaucoup de mal à régler ses problèmes. Si vous voulez, pour moi, la ségrégation est aux États-Unis, ce que la révolution est en France, c'est-à-dire le sujet universel qui revient en boucle et qu'on retraite. Donc entre les films sur l'esclavage et les films sur l'amour impossible pendant la ségrégation ou équivalent, parce que c'est toujours un peu la même histoire. Si vous voulez, moi je me sens pas tellement concerné. L'histoire est belle, elle est bien faite, mais vous devriez peut-être vous sentir concerné, parce que ça va peut-être arriver en France. Ceci étant, le racisme a toujours été inhérent aux États-Unis, dans les mélanges de races, et on le retrouve. Moi, j'ai vécu un peu au Brésil, qui est un pays, on dit un pays très mélangé. Très mélangé. Vous allez voir le racisme là-bas. Oui. Vous prenez la publicité, toute la publicité, vous n'avez que des blancs quasiment. Oui, enfin, à l'époque, ça a peut-être un petit peu changé. Parce et la valeur d'une femme est dépendante de sa couleur de peau. De sa couleur de peau. Plus elle est claire et plus elle vaut cher. Mais c'est la même chose partout, c'est la même chose en Afrique. Et le racisme est de tous les côtés. Parce que c'est eux-mêmes, les Noirs, s'ils sont mélangés, ils cherchent à s'éclaircir de plus en plus. Regardez ce drame africain à l'heure actuelle, où vous avez dans des tas de pays en Afrique, ces pauvres Noirs, femmes, qui sont là à se bousiller la peau pour essayer d'avoir la peau la plus blanche possible, avec des tas de produits, etc. Et de se défriser les cheveux pour dire, attendez, mais qu'ils assument leur race, qui est une belle race comme toutes les races. Et puis voilà. Alors, enfin, ils sont beaux ou ils sont pas beaux. Vous avez un autre film américain ? Traque à Boston. Traque à Boston. Alors, ce film-là, bon, c'est un film à voir. C'est tout simplement l'histoire quand il y a eu le marathon de Boston, comme vous le savez, le Patriot Day, où il y a eu ces deux Tchétchènes, au nom d'Allah, qui sont allés mettre des bombes et qui ont fait quelques morts. Bon, un de plus. Ce film est très très bien fait, avec Kevin Bacon, John Goodman et surtout Mark Wahlberg. Donc, c'est l'histoire de ça. Hein. C'est pas un documentaire, c'est un film de fiction, mais ça s'attache bien, ça s'attache bien aux faits. Donc vous voyez, la mise en œuvre est un petit peu longue. Mark Wahlberg est un flic, donc vous le voyez avec effectivement son métier de flic. Il a été blessé, donc il boite un petit peu, il se pose des questions, bon, avec sa femme, etc. Coup classique. C'est un petit peu long au départ, et ensuite vous avez ça, les scènes d'explosion avec la foule, c'est remarquablement fait, et ensuite la traque à ces gens-là sont remarquable. La traque est remarquable. C'est un très bon film et ça rappelle que nous sommes toujours en danger. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai le petit papier qui est fait par les attachés de presse et je vais vous dire 2-3 choses. Vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. L'histoire. Alors, la ville de Boston sous le choc de multiples explosions, le sergent de police, etc., etc., etc. Ce récit sans concession évoque la chasse à l'homme la plus complexe jamais mise en œuvre par la police américaine et rend un vivant hommage aux héros du quotidien. Ensuite,
Une ville face à l'adversité, retraçant les attentats du marathon, si ces terribles événements se sont produits. Alors, deux individus ayant grandi aux États-Unis ont attaqué l'une des plus belles traditions de la Bible, bilan 3 morts, 264 blessés. L'attaque de ces deux individus, comme une insulte personnelle, etc., etc., etc. Aucune allusion. Aucune allusion, c'est de la désinformation totale. Ouais. Aucune allusion au fait que ce sont des musulmans, etc. Ouais. C'est quand même hallucinant. Oui, hallucinant. Ceci étant, allez voir Cacher le film. Ce sein que je ne saurais voir, mon cher Philippe. Alors, tout ça, c'est évidemment, c'est bon. Je ne donne pas les noms des attachés de presse. Traque à Boston, c'est très bien. Un dernier film rock'n'roll, Maxime. Alors, rock'n'roll qui mériterait qu'on en parle davantage, peut-être quand nous l'aurons tous vu, de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, et qui raconte l'histoire un peu fictive de Guillaume Canet, donc ça fait beaucoup. Presque du lait assez doux, sauf que manifestement il n'est pas non plus producteur. Et donc c'est l'histoire de Guillaume Canet qui sur un tournage rencontre une jeune fille qui lui plaît un peu, et en gros cette jeune fille lui explique qu'il est un acteur has-been, qui n'est plus aussi sexy qu'autrefois, plus aussi désirable et plus aussi bankable comme on dit dans le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'il n'a plus autant de valeur pour les médias. Non, il n'est plus bankable. Et du coup lui se remet en question, il arrive un petit peu il est dans la quarantaine, et il trouve que sa vie est ennuyeuse avec sa maison de campagne, sa femme, ses enfants, ses chevaux, etc., etc. Et donc il décide de mener une vie rock'n'roll. Donc, en gros, il explose tout. Voilà. Ça s'appelle le démon de midi. C'est une forme de démon de midi, mais fait avec beaucoup d'imagination, beaucoup. C'est pas tellement manichéen, c'est pas non plus un film forcément humoristique, même si c'est un film qui est plein d'humour. On rit, bien entendu. Et je trouve que c'est un film assez intéressant. Ça n'est évidemment pas le plus grand film de l'année, mais assez intéressant parce que c'est fait, encore une fois, avec beaucoup d'humour, de spontanéité. C'est un film décalé. Et la femme, c'est une grande actrice. La femme est une grande actrice dont j'ai oublié le nom au débeauté. Mais merci d'avoir posé la question. Peu importe, merci Anne d'avoir posé la question. Mais c'est bien joué, c'est plein de vie. Mais c'est pas sa force. Entraînant. C'est une question, parce que moi j'ai des amis qui l'ont vu, qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit c'est drôle en même temps, bon c'est assez percutant, c'est bien fait, etc. Mais ils m'ont dit la dernière demi-heure est complètement ratée. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas ? Bon, moi, j'ai pas aimé non plus la fin. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film qui ne pose pas de vraies questions. On abordait Silence tout à l'heure, qui est un film universel qui pose des vraies questions. Là, la vraie question, c'est d'aller. Mais pourquoi c'est raté ? Pourquoi la fin est. Tant que le poisson, il n'a pas su le terminer, on s'ennuie. Non, je dirais pas qu'on s'ennuie. Oui, c'est une fin. Pour moi, quand on fait une fin, il faut prendre une décision. Là, on sent qu'on prend pas tellement de décisions. C'est un peu gentillet. C'est-à-dire que, oui, c'est à voir en soi, c'est un divertissement. Guillaume Canet est quand même quelqu'un d'intéressant. C'est un bon acteur. Cinéma français. Et je trouve que son travail ici de réalisateur est intéressant. Maintenant, c'est un peu Guillaume Canet qui raconte son petit moi livré aux démons de notre monde, qui trouve que le petit garçon Guillaume Canet n'est plus aussi intéressant qu'il était. Et donc le petit garçon fait sa crise en disant regardez, j'existe encore. Et puis, tout ça est quand même un peu narcissique. Un petit peu un rebelle. Oui, c'est évidemment un peu narcissique. Et du coup, pour moi, on a quand même, même si c'est un bon spectacle, sinon il ne serait pas dans le milieu du cinéma. On a quand même du mal à se projeter dans ce personnage et à se dire, ben voilà, je m'identifie, ou ça pose des vraies questions. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore ce problème d'être has-been. C'est-à-dire que Maxime, je ne suis pas encore un acteur à qui des jeunes actrices blondinettes viennent dire que je ne suis plus assez bankable. Il faut d'abord passer par le stade to be avant d'être has-been. On parle en français. Alors, résumons-nous. Comme disait Chantal Goya dans le film absolument fabuleux, qui était un navet absolu avec Josiane Balasco, elle disait « Mieux vaut être has-been qu'has never been ». Alors, nous résumons, nous vous invitons à aller voir ce très beau film Silence. Je rajouterai juste une phrase qui a été dite par un prêtre jésuite en commentant ce film. Le silence de Dieu ne signifie pas absence de Dieu. Et à propos de ce film, quand je vois ce film, ça me remémore un très beau film d'Alain Joffé qui s'appelait Mission, dans le temps. Absolument. Qui était un très beau film. Pour moi, celui-là, enfin, c'est deux très beaux films sur les missionnaires. Sur les missionnaires, bien sûr, au Brésil.
Donc, on va voir silence. Le reste, on peut s'en passer. Si on en choisit un, on choisit silence et on va voir silence, silence et silence. Absolument. Merci beaucoup. Et on en parle malgré le titre. Et on en parle malgré le titre. Merci beaucoup à tous les deux. Amis de Perles de Culture. À très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », nous avons invité un jeune homme de 87 ans, Pierre Pinatel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pierre Pinatel est un immense dessinateur qui illustre la presse depuis les années 53, qui a longtemps orné les pages de Minute et les pages de National Hebdo, et qui a créé sa propre revue qui s'appelle Le Trait, et qui, en ces temps de tristesse politique, j'ai envie de dire, voire de désespérance, parce que tout ce que l'on voit est quand même très, très triste, vous arrivez avec votre formidable humour, votre sens du rire, et vous nous soulagez. Quel est votre secret, Pierre Pinatel? Gardez ce sourire aux lèvres et ce regard rieur sur une situation qui attirerait plutôt les larmes. Oui, je crois que je n'ai pas de secret. Voilà, dans ce monde politique, au contraire, on a beaucoup. Moi, non, il n'y a pas de secret. Vous étiez un petit garçon très gai? Votre maman était très gaie? Oui, ma mère était très gaie. Dans la famille, c'était très gai. Oui. Mon grand-père était très gai également, qui était artiste peintre. Voilà. Donc, je suis dans une famille très gaie. Voilà. Oui. Ben voilà, c'est ça le secret. Voilà. Et mon père déjà aimait beaucoup la caricature à l'époque. Ah oui. Et je me souviens, il y avait chaque semaine, c'était Candide et Gringoire. Il y avait oui. Et surtout Candide, où il y avait les magnifiques pages de Sénep qui m'ont certainement beaucoup influencé. Ah. Voilà, puisque on m'a souvent, non pas comparé à Sénep, mais dans les dictionnaires, on parle toujours de moi comme un sous-Sénep. Ce qui n'est pas du tout péjoratif à mon goût, puisque de toute façon, je pense que c'est vrai. Je n'ai jamais eu quand même la puissance, et je n'ai jamais égalé Sénep, mais nous sommes dans la même... Je crois qu'on ne peut pas comparer les artistes. Non. Il n'y a pas de balance pour voilà. Dire un tel pèse plus lourd qu'un autre. Non, mais il y a quand même des catégories. Vous avez les catégories... caricaturistes pamphlétaires, oui. Et forains, c'était oui. Le cas. Oui. Hein. Il y a Char, qui est également... Char, évidemment, la grande Char que l'on peut lire dans Au présent et dans voilà, Rivarol. C'est, si on peut dire, la caricature polémique et sérieuse. Oui. Et puis il y a les caricaturistes un peu plutôt rigolards, qui prend les choses, c'était le cas de Sénep, c'est mon cas aussi. Et Faisan, vous le mettiez dans quelle catégorie? Faisan, c'était l'humoriste pur, c'est-à-dire où le dessin, finalement, était presque secondaire. Quand il a fait un dessin, par exemple, pour définir le socialisme, il disait ça consiste à tondre les moutons pour leur tricoter des pullovers trop courts. Oui, alors il y a un dessin, mais il n'y avait pas besoin du dessin, rien que ça suffisait. Tandis que dans le cas de Sénep, comme dans mon cas à moi, souvent la légende n'est pas compréhensible s'il n'y a pas le dessin. Oui, alors prenons l'exemple de la couverture de votre précédent ouvrage, puisque c'est le précédent, oui. Du bruit dans Hollanderno, et évidemment, il a une grosse caisse, et vous ajoutez vide. Oui. Et alors évidemment, la grosse caisse étant ce qui fait le plus de bruit, oui. Votre propos est parfaitement illustré. Et j'avais un collègue qui me disait, tu as tort, il me disait, dans chacun de tes dessins, il y a souvent 2 ou 3 idées.
Il dit, tu as tort, me disait-il, parce que moi, avec une idée, je fais 2 ou 3 dessins. Et c'est vrai que j'ai souvent tort d'en rajouter un peu. On s'aperçoit qu'il y a des détails dans le dessin, des détails complémentaires, quoi. Ah, mais vos dessins sont très très riches. On reste pendant un certain temps. J'adore celui-là qui est dans le dernier de vos livres, L'avorton, ton réjoui. Vous présentez le petit Français avec son béret, sa baguette et son panier, qui va à la poissonnerie. La poissonnerie s'appelle Au Poisson Frais. C'est Marianne qui présente sur son étal, évidemment, Marchais, Giscard, Sarkozy et Valls. Et votre petit personnage, votre petit Français qui dit décidément, vous voulez inciter les lecteurs que je suis allé à la pêche lui-même, avec 3 fautes de français. Mais le dessin est encore incomplet parce que les événements vont si vite de nos jours que il faudrait rectifier tous les jours. On a l'impression d'ailleurs que la politique ressemble à vos dessins et que les Français sont obligés de jouer au culbuto. Vous savez, le jeu dans les foires où on tire sur des boîtes de conserve. On en est là un peu. Oui. Voilà, c'est vrai. Alors, vous avez des dessins qui sont extrêmement forts. J'ai envie de noter celui-là sur Hollande. Le train 2017, Corrèze, Pondance pour Tulle. Et Marianne lui dit à ce brave Hollande qui part avec sa petite valise, « Dépêche-toi, tu as déjà raté ton quinquennat, tu vas aussi rater ton train. » Critique très juste, très, très cinglante. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement la fonction présidentielle est complètement désacralisée, complètement anéantie? Il n'y a plus aucun pouvoir. Oui, je crois que c'est la déliquescence complète. Mais enfin, moi, je ne suis que caricaturiste, c'est-à-dire que je suis là simplement, je vois les choses, j'essaie d'en rire, mais je ne me pose pas trop de questions de savoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire. Non. J'ai simplement mon bulletin de vote comme citoyen. C'est ça, oui. Voilà, mais à part ça... Et comme ce bulletin est manipulé... Alors, vous avez un goût du mot, de la contrepétrie, du jeu de mots qui est très amusant. On a l'impression que vous vous régalez avec vos mots. C'est vrai, j'aime bien le jeu de mots, mais on m'a souvent dit le calembour, mais pas du tout. C'est pas du calembour. C'est le jeu de mots, c'est pas pareil. Le calembour, c'est comment vas-tu, dur de poil et toi la matelas, c'est-à-dire des choses qui ne veulent rien dire. Le jeu de mots, c'est au contraire quelque chose qui a un double sens. Oui. Bon, donc, et en plus, j'essaie de faire que ça soit graphique. Vous voyez ? Camba délice, vous l'appelez Camba, plus loin, délit, de recel, d'abus de confiance, et j'ai envie de dire, et d'autres lieux visibles à marée basse. Voilà. Et puis... Encore là, ce sont des jeux de mots qui sont pas tellement graphiques. Vous voyez, par exemple, on surnommait Chirac le hanneton. Oui. Alors j'avais fait une grande statue. La tête de Chirac en âne. Oui. Et voilà, la queue de thon, voilà, en disant que c'était le symbole du chiracisme. Ça commence par une ânerie et ça finit en queue de poisson. Oui, c'est très bien. Oui. Il faut qu'il y ait toute l'explication. Il fallait qu'il y ait toute l'explication. Et alors, cette définition que j'aime beaucoup, un socialiste ne doit jamais hésiter à joindre l'inutile au désagréable. Oui, je l'aime bien aussi, mais ça, c'est une légende qu'aurait pu trouver
Faisan. Et vous ajoutez d'ailleurs nouvelle ça. région, nouveau radar et loi Khomri. Oui. Vous êtes... et puis, les plaisanteries extrêmement lourdes, celles que je voulais montrer sur le gaullisme. D'abord, vous avez été condamné sévèrement par sous De Gaulle, oui. Parce que vous aviez touché un point extrêmement pointu de sa vanité, c'est-à-dire sa présence au feu, avec l'histoire des cendriers. Ah oui, ça, c'est mes cendriers. Oui, c'était... vous aviez écrit « Devenu cendrier, le général connaît enfin le feu ». Vous l'aviez dessiné en cendrier. Et j'ai été condamné pour ça, oui. Mais lorsque j'ai été... C'était enfin, lorsque j'ai été convoqué au palais de justice, j'ai été convoqué en 68, en plein événement. Oui. Je suis arrivé au palais de justice, il n'y avait personne. C'était la déliquescence totale. Et par les fenêtres, je pouvais voir des cendres, oui. Des barricades qui oui, fumaient encore sur le boulevard Saint-Michel. La joyeuse population. Alors, vous voyez, c'était... Et donc, finalement, vous n'avez pas été condamné? Ah si, j'ai été condamné. Oui, après, j'étais condamné à un petit million, enfin 1 million de l'époque. Oui, ce qui était énorme, oui. Ce qui était gros. Oui, voilà. Mais enfin, je ne me plains pas du tout parce que c'est vrai que j'avais offensé le général de Gaulle. Oui. Bon, mais c'était voulu parce qu'il m'avait cocufié. Je vous ai compris. Oui, oui. Je n'ai jamais pris... Moi, j'ai été rappelé en Algérie en 56. Oui. Bon, j'ai vu les gens là-bas qui commençaient à perdre espoir, etc., etc. Oui. Et l'autre, il arrive, je vous ai compris, je n'ai pas admis, non oui. pas la perte de l'Algérie française, ça c'est un problème politique, c'est autre, mais la façon... Et le mensonge. Voilà, le mensonge, ça je n'ai pas admis, voilà, ça je ne lui ai jamais pardonné. Il se trouve que ma femme est d'origine pied-noir aussi, oui. Alors j'étais pas directement concerné, mais concerné, tout de même. Oui. Mais j'ai vécu dans un milieu après qui était très concerné par tout ça, et puis j'ai vu comment ça s'est passé. Alors vous avez un dessin absolument drôlissime, c'est tous les hommes politiques qui portent une croix de Lorraine et vous écrivez, ça s'appelle les vendeurs de reliques, et chacun propose aux électeurs un morceau de la vraie croix de Lorraine. Ça c'est vraiment Guénaud qui se joint aux vendeurs de reliques. C'est vraiment très drôle comme idée. La comparaison entre l'utilisation des reliques par certains. Ouais. Vous savez, quand on fait des dessins, on ne sait pas si... On ne sait pas trop s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Ouais. Voilà. Et heureusement, moi j'ai une femme qui lit beaucoup, qui est très cultivée et qui me dit les choses comme elles sont. Il y a très souvent des dessins que je ne mets pas parce qu'elle me dit ou bien ça c'est trop compliqué, les gens ne comprendront pas. Ah oui, ou bien elle me dit non, ça c'est pas terrible, tu ferais mieux de ne pas le mettre, enfin, etc. Donc, alors sur le coup, je suis un peu vexé. Mais effectivement, après, Vous avez un comité de censure. Voilà, j'ai un comité de censure. Alors, parlons maintenant de Charlie Hebdo, qui a tout de même fait des dessins absolument immondes et incroyables et qui n'ont, eux, jamais été poursuivis en justice. Et on arrive à la catastrophe, au massacre, et vous écrivez, vous faites ce dessin où l'on voit Charlie Hebdo et son directeur Charb ont apporté une pétition de 150 000 signatures pour interdire le FN. Oui. Les catholiques nous ont fait 14 procès, les musulmans, aucun. On voit d'où vient le danger. Vous montrez bien qui impose oui, ça, c'est sa loi. Voilà,
comment dirais-je, c'est le patron de Charlie Hebdo à l'époque qui avait dit ça, donc voilà. Il était complètement inconscient. Oui, voilà. Ceci dit, bien entendu, bon, je trouve absolument lamentable qu'on en vienne là à flinguer des gens parce que voilà, ça a été une catastrophe, ce machin de Charlie Hebdo. C'est sûr, mais ça a été aussi une catastrophe, je le dis tout de suite aussi, sur le plan de la caricature, parce que bon, je connaissais assez bien Wolinski parce qu'on était plusieurs fois dans les et puis il y a eu un colloque à la très grande bibliothèque générale avec des professeurs qui s'intéressaient et nous étions invités, lui, Wolinski et moi, lui pour donner son avis d'un côté et moi de l'autre, tu vois, voilà. Et puis il y a Cabu que je ne connaissais pas mais qui pour moi, le plus grand caricaturiste de notre époque. Oui. Voilà, pour moi, ça m'a fait beaucoup... Parce que, en fait, d'autant plus que je pense que sur Cabu, il y a une grosse erreur. Je suis collectionneur d'albums. Alors, j'ai plusieurs albums de Cabu. Et j'en avais un qui était tout à fait un peu porno. Vous savez, Catherine et son topaf. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est la préface de Wolinski. Oui. Et Wolinski disait Cabu fait tout pour essayer de paraître de gauche, mais c'est un dessinateur de droite. Et je pense aussi que dans son trait, Cabu était un dessinateur de droite. Voilà. Ça, c'est tout à votre honneur de rendre hommage à Cabu. Et je voudrais terminer sur cette dernière caricature qui m'a fait beaucoup rire. C'est le dessin d'un énorme dinosaure sans forme, avec juste des têtes au bout d'espèces de tentacules. Et vous dites « L'UMP appelé à disparaître car les dinosaures ont trop de têtes et pas assez de couilles. » Et ça, oui, on voit en effet un être informe. Voilà, ils sont en train d'en donner la démonstration. La démonstration. Il y a aussi la table de billard qui n'est pas rectangulaire, qui est complètement tordue pour que Valls puisse jouer ses coups tordus. Voilà, là aussi on voit le résultat de... Alors, on peut trouver on peut acheter vos albums sur Internet. Oui, on peut surtout voir mes dessins gratuitement. En plus, oui, en faisant simplement les dessins-de-Pinatel. Oui. .fr, ou alors on tape simplement sur Google Pinatel et ça vous ramène tout de suite sur le journal d'un caricaturiste, etc. Voilà, c'est vraiment le livre à lire en ce moment quand on a envie de se flinguer, tellement tout ça est ridicule. Et du coup, après vous avoir lu, on repart bon pied et bon oeil avec le sourire en se disant « comme ils sont bêtes ». Merci. Merci beaucoup Pierre Pinatel. Je rappelle le dernier livre, Avoir tonton réjoui, publié par Le Trait. Les éditions, j'ajoute les éditions Le Trait, 22 rue Saint-Paul. Absolument. 75 004. Paris. Voilà. Paris. Mais c'est vrai qu'on vous trouve très facilement sur Internet. Oui. Ça, c'était un grand bonheur. Et vous vous offrez vos dessins sur Internet. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc, faites-en usage, chers amis de TV Liberté. Merci beaucoup, Monsieur Pinatel. Merci. Et à très vite pour le prochain numéro. Au revoir, chers amis de TV Liberté, et à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons à l'opéra, une fois n'est pas coutume, avec deux grands artistes. J'ai nommé Isabelle Duboucher, bonjour madame, bonjour. Et Baptiste Jor, qui est chanteur basse. Et vous venez nous présenter une opération que j'aime beaucoup, qui s'appelle Opéra en un acte, qui va avoir lieu tout le mois de mars au théâtre du Ranelagh.
Alors, comment, expliquez-nous comment on en vient à monter des opéras en un acte dans ce tout petit et délicieux théâtre que vous voyez sur les écrans du Ranelagh, chère madame. Alors en fait, c'est la seconde édition. Oui. Donc on peut dire que si c'est la seconde, c'est que la première a plutôt bien marché. Voilà, oui, oui. L'idée, c'est faire venir l'opéra à tout un public qui trouve que Bastille, c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est trop cher, voilà. Et donc, amener à tout un public des opéras plutôt classiques, mais qui sont présentés là dans un écrin, puisque le théâtre du Ranelagh, c'est un petit écrin d'une jauge de 300 places, oui. Et qui fait qu'il y a une proximité évidente avec le public. Oui. Et donc, en tant que directrice artistique de ce festival, autour de notre compagnie Opéra du Jour, j'ai choisi des compagnies qui travaillent dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un grand engagement scénique autant que vocal. Et voilà. Et donc, il y a une unité de ce festival où les compagnies choisissent ou des opéras qui sont déjà un acte, ou qu'on condense en un acte, comme le Barbier de Séville que nous allons présenter en début de festival. Carrément. Que vous condensez, c'est ça l'origine voilà. du titre. Absolument. Ok, alors je nomme tous les opéras que vous venez en décembre d'offrir La Flûte enchantée, avec Baptiste Jor dans le rôle de Zarastro. Et là, maintenant, en mars, ça commence avec le Barbier de Séville, ensuite le Docteur Miracle de Bizet. Je n'avais jamais entendu parler de cet opéra, mais je vais m'y précipiter. La Serva Padrona de Pergolèse, Bagatelle Offenbach, c'était très peu joué aussi, Bagatelle Offenbach. Oui, voilà, c'est l'occasion de présenter aussi des petits bijoux. Des petits bijoux, qui dormaient. Voilà. Et qui sont pris en charge par des jeunes compagnies qui les défendent admirablement. Donc voilà, c'est, je crois, presque un cadeau qu'on fait. Je trouve, vous avez raison Isabelle Louchet. Et enfin, L'Enfant et les sortilèges de Ravel. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un comme Peter Brook, qui avait monté il y a fort longtemps au Bouffe du Nord, Carmen, en version extrêmement intimiste, il n'y avait que 4 musiciens sur la scène. Est-ce que cela vous a inspiré? Est-ce que vous l'avez vu? Bien sûr. Est-ce que c'est pas lui qui a commencé à faire ça? Bien sûr. Et plus récemment, il a refait la même chose avec La Flûte enchantée. Oui. Donc, économie de moyens, décor très dépouillé, si ce n'est pas de décor. Oui. C'est dans cet état d'esprit qu'on travaille. Sauf que nous, on a très peu de temps de répétition parce qu'on est dans un théâtre qui a une programmation propre. Il se passe toujours, tous les soirs, il se passe quelque chose. Tous les soirs. Donc, c'est du grand sport parce qu'il faut s'immiscer dans les créneaux libres. Oui. Et je ne vous dirai pas le nombre d'heures qu'on a pour répéter, c'est infime. Oui. Infime. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a des artistes qui sont au taquet et qui arrivent... Et vous pouvez toujours répéter ailleurs. Oui, mais sur place, c'est mieux. C'est mieux, bien sûr. Quand on sait que les lumières sont les lumières du théâtre, etc., on a très, très peu de temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de concentration? Pour employer une métaphore, c'est un petit peu comme si les projecteurs étaient infiniment resserrés sur les personnes en scène. Dans un opéra traditionnel, dans une salle d'opéra traditionnelle, on est distrait par mille et une choses. Les décors, les lumières, les costumes... Et le traducteur. Et le traducteur, maintenant. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ça marche, vous voyez. On est dans une époque peut-être paresseuse, où on a besoin de tout comprendre, tout expliquer. Et nous, en tout cas, au Opéra du Jour, on s'inscrit un peu à l'inverse. Et ça marche, puisque La Flûte enchantée qu'on a donnée... En allemand. En allemand, et plusieurs fois, même en Allemagne, on l'a donné. Eh bien, ce qui me fascine, c'est que des enfants dans la salle, pourtant je dis à partir de 6 ans, mais il y a des enfants de 4 ans, 5 ans, et qui sont plus attentifs que les adultes. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, adultes, on est très cartésiens, on veut comprendre le mot à mot. Les enfants, vous leur proposez des images, des émotions, un chant qui est beau. Ils rentrent dans l'histoire et ils se font leur propre histoire avec leur propre imaginaire. Puis c'est quand même, quand on va à l'opéra, on prépare son sujet, on va regarder l'histoire avant de partir. Ça ne se fait pas d'aller à l'opéra comme ça sans préparer sa soirée. Ça dépend. À l'Opéra du Jour, on n'est pas obligé de préparer. On comprend sans préparer. Oh, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. D'abord parce que ça double le plaisir et le bonheur. Oui. Après, on peut y revenir aussi. Après, on peut revenir. Alors... Baptiste, vous êtes un chanteur avec déjà une belle carrière. Je vous ai entendu chanter la Passion selon Saint Jean.
plusieurs fois les parties basses, et je vous ai entendu à Versailles dans dans ce groupe où vous chantiez, qui s'appelle, on va le mettre en valeur. C'est la maîtrise de Notre-Dame de Versailles. La maîtrise de Notre-Dame de Versailles. Dirigée par Jean-François Frémont. Jean-François Frémont, qui est aussi un homme dans votre genre, un homme d'entreprise extraordinaire, qui tous les dimanches propose des cantates. Il monte tous les mois ou tous les 2 mois un cycle de cantates. Un cycle de cantates. Il fait 2 cantates à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Ça fait 10 ans que ça dure. Tous les dimanches à Notre-Dame de Versailles. Oui, c'est voilà, Notre-Dame de Versailles. À 5 heures du soir. Voilà. Et un grand artiste qui met beaucoup de sens à ce qu'il fait et qui encourage beaucoup les jeunes artistes, qui les tire vers le haut. Oui, oui. C'est très intéressant. Alors, Baptiste, comment fait-on pour passer d'un rôle très statique dans La Passion selon saint Jean au personnage de Basileo dans Le Barbier de Séville? Eh ben, on fait résonner d'autres facettes de soi-même. Donc vous êtes à l'aise dans le jeu sur scène? Eh ben, ça dépend des personnages et du contexte. Mais justement, porté par des metteurs en scène comme Isabelle, j'ai une certaine liberté, une certaine autonomie pour m'installer dans le personnage et prendre de l'aisance. Et voilà, c'est vrai que les rôles statiques ne sont pas si évidents que ça, parce que je pense à Zarastro ou Jésus dans Une Passion, parce qu'il faut quand même mettre un peu de souplesse tant dans le chant que dans le phrasé. Et voilà, et donc le fait de bouger un peu, je trouve que l'un nourrit l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on se recentre beaucoup sur des rôles statiques et sur des rôles plus mouvementés et un peu plus compliqués, ou plus légers, on va dire. Et ben on développe voilà, plus de souplesse, d'humour je trouve que ça nourrit un petit peu, l'un nourrit l'autre. L'un nourrit l'autre, oui. Et j'ai vu que vous participiez aussi à des créations de musique contemporaine. Oui, alors j'en ai fait une ou deux, oui. Un jeune qui a fait un film avec la Fémis, un film qui s'appelait Surgir. Voilà. Et alors ce personnage de Basileo, bien sûr, c'est cet air fantastique de la calomnie qui est tellement d'actualité. N'est-ce pas? J'ai envie juste de lire, parce que nous allons traduire là, parce que c'est quand même merveilleux. Un petit vent rasant la terre, puis doucement, vous voyez calomnie se dresser, s'enfler en grandissant. C'est la foudre, la tempête, mais enfin rien ne l'arrête. Un crescendo public, un vacarme infernal. Elle s'élance, tourbillonne, étend son vol, éclate et tonne. Et de haine aussitôt, un chorus général de la proscription a donné le signal. Et l'on voit le pauvre diable, menacé comme un coupable, sans cette arme redoutable, tomber, terrassé. On ne peut pas s'empêcher de penser à un homme politique récemment tombé sous l'ère de la calomnie. Alors, c'est très impressionnant de chanter cet air qui a été chanté par les plus grands depuis un siècle, demi. Oui, c'est très intimidant et c'est toujours un honneur, moi, d'aborder ce genre de page. Je suis très honoré de le faire et très excité aussi. Très excité. Ouais. Et alors, en dehors du grand air de la calomnie, je ne me souviens plus de toute la partition. Je n'ai pas relu toute la partition avant de préparer cette émission. Il y a d'autres passages en fait, dans la version que nous allons donner, on a justement, pour que ce soit un opéra écourté, on a fait quelques coupes. Donc ça va être un peu pour le personnage Basilio. Le moment phare. Le moment phare. Voilà, le moment phare. Et après, vous pouvez rentrer chez vous. En quelque sorte. Oui, il faut dire que c'est une adaptation donc, de grands opéras qui durent, je crois, dans l'intégralité, ça doit durer plus de 2h30. Là, on le ramasse en 1h15. Donc, c'est pas les best-of de l'opéra. Non. C'est l'histoire de l'opéra, mais effectivement, les airs secondaires ou le final du 1 va être raccourci, vous voyez, pour qu'on ait vraiment la substantifique moelle et sens. Alors, c'est vous qui faites tout ce... Oui, je prends mes gros ciseaux,
je coupe. Mais je travaille avec une femme, Annie Paradis. Oui. En fait, c'est un travail à 4 mains. Oui. Et on est totalement complémentaires. Elle travaille plus sur l'écriture, elle réécrit l'argument. Et moi, je suis plus sur les coupes. Voilà. Et voilà. Donc c'est une merveilleuse initiation pour des gens qui ne... Ah mais qui c'est ne- pas qu'une initiation, c'est une relecture parce que là, Oui. ça va se passer dans un cirque. Le Barbier de Séville sera le clown. Ah oui. Basilio sera le C'est ça. magicien. C'était une mise en scène de la Traviata récente. Oui. Et une mise en scène très jolie de la Traviata et c'était dans un cirque. Vous parlez plutôt de Rigoletto. Rigoletto a été. Rigoletto, Ah oui, je- C'était Rigoletto de. Non, il y a eu aussi Ah, il y a une mise peut-être en une scène. Traviata, voilà. De toute façon, le le spectacle télévisé que j'ai vu le cirque italien. C'était- Ah oui, le cirque est vraiment une Bien thématique géniale sûr. pour y faire plein de choses. Donc Basilio sera le magicien. Donc juste avant l'émission, on parlait des tours de magie qu'il va faire sur scène. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Là, on lui colle un sacré travail en plus du chant. Oui, c'est dur parce que sa voix, c'est déjà de la magie. Donc, Mais oui. on n'était pas obligé de lui donner Ah oui, oui, mais je me rendais pas compte que à les faire- tours elles seraient à faire jaillir des lapins, des tours si simples sont finalement très Oui, compliquées. si simple à voir, Ah oui. mais en fait, Ouais. il faut les maîtriser. On Eh ne oui. s'improvise pas comme ça. Ça s'appelle l'art. Ça Voilà. s'appelle Ah un ouais. art de la magie. Ouais, mais ça fait partie justement du plaisir, de la magie justement du spectacle vivant. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, tous vos artistes sont des artistes dits complets. C'est Oui. Et pas du tout uniquement des voix. on tourne de c'est- plus en plus à ça. Vous parliez des Bouffes du Nord. Là, depuis 2 ans, il y a une compagnie, La Vie Brève, qui essaie justement, et si on en avait un peu plus les moyens, on ferait la même chose, c'est-à-dire que tout le monde chante, danse, joue la comédie, et c'est le spectacle total. Donc les musiciens sont sur scène, jouent la comédie, les chanteurs peuvent aussi jouer d'un instrument, vous voyez, et on arrive à avoir sur le plateau des musiciens complets. Mais c'est ce qu'on tend à faire. Et des La preuve. pianistes aussi qui donnent la réplique. Oui, voilà, les Oui, pianistes ne c'est- sont pas que des accompagnateurs, ils sont Oui, des alors- personnages. Alors, les musiciens sont donc sur la scène, Oui, un piano. un piano là. Là, il y a un piano. Quelquefois, il y a 2-3 piano, instruments. Là, il y aura oui. juste un piano. Mais le pianiste, par exemple, sera le dompteur. Voilà. Donc, il va arriver en dompteur, Ouais. non pas de Lyon, mais je vous laisse, enfin, vous Non, verrez. ne nous dites pas. Ne nous dites pas. Alors, évoquez-nous, s'il vous plaît, le docteur Miracle de Bizet. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Bon, là, il vaut mieux que ce soit Françoise Tillard, qui est une femme qui est qu'elle pianiste, raconte, bon. qui racontera le docteur Bisset, son choix. J'ai choisi ce spectacle qui est une création, donc je ne peux pas tellement vous en parler. Ok. Mais Et Bagatelle d'Offenbach? c'est aussi une création. C'est aussi une création. Ah Il oui, y a c'est- il y a un seul spectacle, c'est pour vous dire que c'est vraiment sur le fil du rasoir, cette Oui. histoire. C'est que le seul spectacle qui a été déjà créé, c'est la Sava Padrona. Oui. Les autres sont, voilà, c'est une création. Et pourquoi je les ai choisis alors que je n'ai pas vu les spectacles, c'est que j'ai vu d'autres spectacles. Je connais l'histoire de leur Oui, compagnie. oui, donc Voilà. vous les avez choisis les yeux fermés. Voilà. Et la Sava Padrona, ça c'est une musique merveilleuse de Pergolèse. Magnifique. Yann Molena, le metteur en scène, s'est entouré de très beaux artistes. Jeanne Crouzot, Igor Bouin. Enfin, c'est voilà, les yeux fermés, ça sera magnifique. Donc on peut vous retrouver, on retrouve toutes ces informations sur internet à opéradujour.com. Oui, .com. Donc le théâtre du Ranelagh. En plus de ça, les prix ne sont pas ceux de la Bastille. Ah, pas donc, du tout. Donc vous pouvez y aller en famille et vous pouvez y aller avec des enfants pour leur faire comprendre cette magie Absolument. du spectacle chanté, cette magie des voix, parce que entendre une basse, je pense que c'est un choc pour un enfant, pour une. Les gens ont peu l'habitude d'entendre, en effet, dans un espace réduit, Non, des chanteurs des lyriques. chanteurs tout près. Ah oui. Tout près. Et on se rend compte très très bien là de cette espèce de miracle qu'il faut bien appeler le chant. Et c'est un choc dont ils resteront marqués toute leur vie. Et donc vous faites œuvre très très utile. Donc opéra en un acte, opéra au pluriel, en un acte, .com, au théâtre du Ranelagh. Des prix très modestes, tout petit bémol, si vous venez en voiture, c'est tout près de Radio France. Radio France, donc il y a la station de RER qui est là, Oui. il y a le métro Muette, Oui. et si vous venez en voiture, prévoyez 1h30 pour vous garer, parce que c'est un quartier assez difficile. Et Oui. le spectacle commence à
11h30. 11h30 le dimanche. Le dimanche, oui. Mais il y a un foyer très sympathique. Et on peut déjeuner. Et on peut prendre une tasse de café, Oui. un petit croissant, voilà, en arrivant dès 10h30. Alors, le 5 mars, 11h30 et le 7 mars, 20h30. Voilà. Et tous les spectacles durent maximum 1h15. Et donc, oui, ça c'est... Donc, on sort de là le dimanche, on peut partir déjeuner en famille. Absolument, oui. Et aller à la messe le soir. Voilà. Tous vos spectacles sont à 11h30 le dimanche. C'est très, très belle idée aussi. Oui, enfin, c'est une idée qui m'est venue quand la directrice du Ranelagh, Catherine Develay, m'a appelée il y a maintenant 5 ans en me disant « Ah, j'aimerais bien programmer de l'opéra et j'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites, etc. » Et en fait, elle se demandait à quel moment je pourrais être programmée puisque son théâtre joue tous les soirs quelque chose. Et c'est là où j'ai tenté, je lui ai dit, mais est-ce que le dimanche, même si c'est pas forcément, hein, est-ce que le dimanche il y a quelque chose? Elle me dit, bah non. Alors j'ai dit, bah écoutez, vous avez acheté. Voilà. Vous aviez regardé les marionnettes de Salzbourg. Un temps, les marionnettes de Salzbourg venaient chaque année au théâtre du Ranelagh. Bien sûr, oui, dans le quartier, quand je parle du Ranelagh, les gens me disent, ah oui, les marionnettes de Salzbourg. Je dis, oui, mais maintenant, c'est plus les marionnettes, c'est de l'opéra, avec Opéra du jour. Des vrais chanteurs, voilà. en chair et en os. Mais oui, c'est bien mieux, c'est du spectacle vivant. Des magiciens comme Baptiste voilà. Genre. Voilà, un clown, ça sera Figaro, enfin, et une magnifique funambule qui sera Rosine. Voilà, parce que Rosine sera la funambule. Donc elle va chanter son très bel air sur un fil. Bon, pas un fil imaginaire, mais c'est comme s'il était là. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette merveille. C'est 5 opéras, excusez du peu, pour le mois de mars. Et nous serons très fidèles à chacun d'entre eux et nous espérons que les téléspectateurs qui sont de la région parisienne sauront trouver le chemin du Ranelagh et de vos beaux opéras et de vos belles voix. Baptiste Genre, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À très vite et toute autre action de votre part, merci de nous le signaler et nous en ferons l'écho. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.